Du département neurosciences à l'INSERM. Bonsoir professeur. Merci. Installez-vous où il vous plaira. Je vous en prie, on va revenir. Et on va accueillir avec vous Olivier Grosse, qui est le directeur de l'école 42, dont on a entendu parler également. Bonsoir Olivier, soyez le bienvenu. Peut-être le temps de vérifier la connexion avec Pierre Bichon. Je ne sais pas, alors je me tourne vers les équipes techniques. Oui, on me fait un pouce levé, donc peut-être que Pierre Bichon va apparaître sous vos yeux dans quelques instants. Le temps d'accueillir celle grâce à qui nous sommes là aussi ce soir, c'est Marina Gravini, qui est responsable formation et développement des compétences à la Caisse régionale du Crédit Agricole Charente-Périgord. Soyez la bienvenue également. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Professeur, je vous confie un esquimau, là, voilà. Alors, elle vous a présenté de façon extrêmement alléchante, quand même. Donc, tout le monde a très envie de savoir quel regard le professeur que vous êtes porte, finalement, sur ce combat ou sur cette question, hard skills versus soft skills. Qu'est-ce que la recherche peut en dire aujourd'hui? Alors d'abord, je vais commencer par vous remercier, vous qui êtes présents ici avec nous, pour avoir consacré une partie de la soirée, une grande partie avec nous. Je voudrais remercier toute l'équipe de Zemmour Drops de m'avoir invité. C'est vraiment un vrai plaisir d'être avec vous. Et je voudrais remercier aussi le Crédit Agricole pour nous recevoir effectivement dans ce magnifique amphi. Je pense qu'on n'en a pas comme ça, nous, à Poitiers, pour les étudiants. Et quand on en a, il ne reste pas comme ça longtemps. Alors, moi, je suis un conférencier et j'ai l'habitude de parler pendant plus d'1 heure. Et là, on m'a dit, il faut que je fasse ça en 10 minutes. Donc, c'est un exercice qui est absolument nouveau pour moi. Et c'est, comme disait mon maître quand j'étais jeune, il est très difficile de faire court. C'est pour ça que, conférencier que je suis depuis de nombreuses années, j'ai quand même mes notes. Parce que si je n'ai pas mes notes, ça va durer très longtemps. Je vais être coupé au milieu de mon introduction et je n'aurai jamais rien dit en 10 minutes. Vous me surveillez, je sais. Alors, c'est pour ça, vous m'excuserez, mais il faut que je me colle à mes notes parce que sinon, je ne pourrai pas y arriver en 10 minutes. Alors, les neurosciences sont invitées ici ce soir et dans un premier temps, ça peut être surprenant parce que c'est tout de même une discipline qui est plus axée, et vous le savez, ce qu'on appelle le grand public le sait, à l'étude des causes et des origines et des conséquences des différentes pathologies, et notamment nous, on travaille sur les pathologies neurologiques et psychiatriques. Et nous sommes tous touchés, nous-mêmes, ou un membre de notre famille, ou nos entourages, nos amis, tous sans exception, par un ami, une connaissance, un membre de la famille qui a une maladie neurologique ou psychiatrique. Et de fait, je dis ça, alors que c'est presque hors sujet, mais je dis ça parce que c'est ce qui fait que les neurosciences sont un peu familiers pour vous tous. Hein. Tout le monde a une certaine connaissance des neurosciences, une certaine savoir, et sinon un intérêt. Alors, parfois, c'est un peu décalé, mais le fait même que vous soyez intéressé par la discipline, moi qui suis professeur là-dedans, ça nous touche beaucoup. Alors, je vais vous dire ce que je dis aussi à mes étudiants, c'est que les neurosciences, c'est une discipline qui a la particularité de toucher à tout. Je ne connais sincèrement aucune autre discipline, aucune, qui vous permet de toucher la philosophie, la psychologie, on en parlait tout à l'heure, la psychiatrie, la neurologie, la génétique, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, ce qui fait que quand on est curieux, et les chercheurs sont curieux, c'est vraiment la discipline où il faut aller. C'est vraiment la discipline où il faut aller parce qu'on peut s'épanouir dans différentes disciplines. Alors pourquoi je vous dis ça ce soir? Parce qu'au-delà de ces spécialités biologiques et médicales, les neurosciences, désormais, ont pénétré, si je puis dire, le management. Et c'est pour ça que Evelyne a eu la gentillesse de m'inviter. Ce qui fait qu'on est sollicité, et puis c'est pour ça que je suis là ce soir, pour donner un avis, une opinion, un éclairage sur quelle peut être l'implication ou l'intérêt ou le rôle des neurosciences dans le management d'aujourd'hui. C'est une vaste question, et je ne vais pas y répondre en 10 minutes, mais je vais juste donner quelques éléments pour vous toucher, pour solliciter des questions plus tard. Alors, des neurosciences et des soft skills, comment on peut les aborder? Bon, on peut partir du postulat qu'un être humain va augmenter son efficacité au fur et à mesure que son cerveau va développer des degrés élevés d'intégration, ce qui va lui permettre d'interagir avec le monde de manière adaptative, sinon appropriée. Et ceci se traduit dans notre jargon par des fortes connexions neuronales.
vous en avez parlé tout à l'heure. Alors plutôt qu'au fortes, je dirais plutôt des connexions neuronales adaptées à la situation, et essentiellement en ce qui concerne les interactions avec le monde extérieur, dans une région particulière du cerveau, qui est le cortex préfrontal. Alors le cortex préfrontal va régir donc ces interactions avec le monde extérieur, et de fait ses collègues et le groupe, mais il est aussi intéressant parce qu'il joue un rôle important dans le contrôle conscient du langage. Et on va voir que le langage, en fait, va jouer un rôle extrêmement important dans le contrôle des émotions et dans la gestion de l'état impulsif. Il est, sans langage spécifique adapté à une situation donnée, il est extrêmement difficile de maîtriser ses émotions. Parce que pour maîtriser ses émotions, il faut donner un nom à ce qu'on ressent. Et c'est là qu'intervient ce cortex préfrontal. Alors, il nous intéresse en particulier parce que des découvertes récentes ont montré que cette région du cerveau gère avant tout la connaissance du soi. Et d'où l'adage « connais-toi toi-même » et on complétera par « pour mieux connaître les autres ». Donc ce cortex préfrontal, qui est la partie la plus développée de notre cerveau par rapport aux autres espèces animales, y compris le singe, gère avant tout la connaissance du soi et par ricochet la connaissance des autres. Et c'est d'ailleurs cette région-là qui est touchée dans certaines maladies psychiatriques telles que la schizophrénie, où le patient a du mal avec la connaissance du soi, le soi dans ce qui l'entoure et des interactions avec les autres. Alors, les émotions dans la prise de décision, pour schématiser et exagérer, et juste pour des raisons pédagogiques, on revient à la carotte et au bâton, à savoir à ce qu'on appelle d'une manière un peu plus intelligente les récompenses et les stresseurs. Alors, les émotions peuvent être définies comme des états provoqués par la présentation, l'omission, la faim, la mémoire de récompenses ou de stresseurs qui ont une valeur particulière pour un individu. Ce que je considère, moi, comme étant une récompense n'est certainement pas ce que considèrent mes collègues. Ce qui me plaît n'est pas forcément ce qui plaît à tout le monde, et ce qui me fait peur n'est pas forcément ce qui fait peur à tout le monde. Et notre action, et ça a été établi au fur et à mesure de l'évolution, elle est gérée de manière un peu dichotomique comme ça, pour aller chercher les récompenses, et ça c'est les circuits de récompense impliqués dans la prise de drogue, mais toute récompense quotidienne, y compris les morceaux de chocolat qu'on nous a promis tout à l'heure, et éviter les stresseurs, éviter les situations un peu compliquées. Et là intervient l'apprentissage d'actions qui sont orientées vers un objectif, obtenir une récompense ou fuir une situation stressante. Et c'est dans ces conditions-là qu'il y a un traitement cognitif de l'information, un traitement réfléchi, intelligent de l'information. Et la prise de décision va intervenir à ce niveau-là, et cette prise de décision, elle est souvent impactée par notre état émotionnel. Et notre état émotionnel, il est inconnu de la personne qui est en face, parce qu'il dépend largement de notre expérience individuelle. Et donc, la gestion de notre état émotionnel va être un élément extrêmement important pour la prise de décision. Donc, cette prise de décision, quand elle s'opère sous un effet émotionnel présent, rappelé, réel ou imaginé, elle se traduit sur le plan comportemental par ce qu'on appelle, ce qu'on essaie tous, l'impulsivité. Alors l'impulsivité, la définition est extrêmement compliquée, mais là on n'a pas le temps. Donc, moi j'ai fait 2 heures de cours sur l'impulsivité, donc là ça ne va pas être possible. Elle fait généralement référence à des comportements inadaptés qui vont se produire sans réflexion préalable, ni prise en compte adéquate des conséquences sur soi-même ou sur l'autre. Et c'est là que les émotions interviennent et nous empêchent de faire intervenir le cortex préfrontal, dont on a parlé tout à l'heure, qui va être complètement shunté au profit des structures sous-corticales qui sont beaucoup plus primitives. Et tout cela pour obtenir la récompense ou pour fuir un stresseur. Alors, comment on prend une décision? Ça, c'est, il y a beaucoup de RH ici, beaucoup de managers, c'est très compliqué. Alors, je vais vous donner la recette en 2 phrases. C'est génial. Donc, c'est forcément faux ce que je vais vous dire, parce que 2 phrases, ce n'est pas possible. C'est évident pour vous, hein, mais c'est moins évident pour nous, les scientifiques, parce que ce n'est pas du tout notre ADN de travailler là-dessus. Il faut identifier d'abord la situation qu'on contrôle de la situation qu'on ne contrôle pas. Et bien entendu, quand une situation elle est complètement hors contrôle, ce n'est même pas la peine d'intervenir. C'est un peu ce que disait Churchill, pour le paraphraser. 50% des problèmes se résoudent d'eux-mêmes si on ne les touche pas. La plus grande difficulté, c'est d'identifier ces 50%.
Quand une situation dépend de nous, en tout cas sur laquelle on peut agir, il y a plusieurs écoles. Moi, la mienne, en tant que directeur d'unité de recherche, je gère une 60aine de chercheurs, je gère des professeurs, des directeurs de recherche, des médecins, des PUPH, il y a des égos, il y a des carrières, c'est très très compliqué. Je suis guidé, moi je suis un stoïque, donc je suis guidé par ma philosophie stoïque avec les 4 critères cardinaux qui sont la tempérance, le courage, la sagesse et la justice. Mais le problème, c'est que le courage pour moi n'est pas le courage pour vous, dans le sens où on n'a pas la même définition. Ce qui est juste pour moi n'est pas juste pour vous. Donc c'est extrêmement compliqué de transposer à l'autre ce que pour nous est une évidence. Donc ceci nécessite un apprentissage, une bonne connaissance et une maîtrise de soi. Ça semble évident, mais c'est la première étape. Et comme je le dis à mes étudiants, la plus grande difficulté dans la vie pour démarrer une carrière, c'est de savoir ce qu'on veut. Et pour savoir ce qu'on veut, il faut se connaître. Alors, je finis avec 2 termes un peu barbares qu'Evelyne m'a balancés, et je la remercie. Elle me dit, j'aimerais avoir ton avis sur la neuropédagogie et la neurodiversité. Alors, je vais être très court là aussi, parce que sinon on va m'arrêter, et je vais finir. La neuropédagogie, c'est un terme récent qui date de 2009, suite à un séminaire. Et en fait, il se base sur ce que nous a été présenté tout à l'heure, sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. À savoir qu'effectivement, nous naissons avec un stock de neurones, ces stocks de neurones dégénèrent, donc pour répéter ce qui a été dit, mais en même temps, les connexions neuronales sont en perpétuel mouvement. Et là, par ma parole, si vous êtes en train de m'écouter, plutôt que de penser aux impôts, aux courses, je ne sais quoi, vous avez peut-être faim, si vous êtes vraiment en train de m'écouter, par ma parole, par mes mots, je suis techniquement en train de modifier l'arborisation dendritique de vos neurones. C'est un terme barbare, c'est-à-dire que là, pendant que je vous parle, vos neurones sont en train de se connecter d'une telle manière, telle que vous êtes en train de réfléchir à ce que je vous dis pour comprendre, et vous êtes en train peut-être de retenir quelques informations qui peuvent vous intéresser. Et de fait, par ma parole, je modifie la structure et l'architecture et l'anatomie de votre cerveau. Et si jamais vous me voyez tous les soirs pendant 2 heures, peut-être que mes étudiants le font pendant des années, cette empreinte-là sur votre cerveau va être permanente, enfin du moins je l'espère. Donc la neuropédagogie vise à profiter de cette neuroplasticité pour essayer de convaincre par l'explication et par la répétition. Donc c'est une méthode qui se base sur la recherche scientifique qui dit que si on veut laisser une trace dans le cerveau de l'autre, il faut expliquer, il faut convaincre, il faut dialoguer, il faut discuter. Vous le savez tout ça, mais maintenant on peut le toucher sur le plan quasi moléculaire. Alors la neurodiversité, vous connaissez aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous ne sommes pas tous pareils. J'ai fini. Hein. On n'a pas tous la même couleur de cheveux, on n'a pas tous la même couleur de peau, on n'a pas tous la même couleur des yeux, mais on n'a pas tous le même cerveau non plus. Et on n'est pas construit pareil. On ne naît pas avec le même bagage génétique. Heureusement, on n'est pas des clones. Et nous n'avons pas du tout la même histoire. Ce qui fait que pour discuter, pour convaincre, pour trouver des décisions collectives, il faut accepter que l'autre est différent. Et c'est ça la neuropédagogie. Il est différent dans ses faiblesses, il est différent dans ses forces. Et les neurosciences nous aident à avoir des éléments quantitatifs et biologiques pour ces différences-là. Voilà, c'est juste pour vous harponner un peu pour les questions qui vont suivre. Et je vous remercie encore de votre invitation. Merci, professeur. Bon. 2 émotions. Une émotion peur, quand même, quand j'ai compris que vous étiez en train d'essayer de prendre la main sur mes neurones, là, ça m'a un peu effrayé. Puis une émotion tristesse, parce que c'est frustrant, finalement, 10 minutes. Je comprends pourquoi vous essayez de parler 1 heure d'habitude, enfin, pourquoi vous avez l'habitude de parler au moins d'1 heure, parce que tout ce que vous avez abordé semble très intéressant. J'imagine que ça fait naître un maximum de questions chez les participants. Mettez-les de côté, on va revenir à la fin, si vous voulez bien, pour avoir des questions, et puis peut-être que vous serez à disposition aussi pour échanger dans un moment un peu informel à la fin de cette soirée.